Voici venu. Concernant donc Monsieur Dusnob. Alors, aristocrate et artiste, cheveux bruns bouclés, toujours très élégant, canotier, costume blanc, cravate ou nœud papillon, fleur à la boutonnière, canne au pommeau, léger complexe de supériorité, beau parleur, un peu précieux, très snob. Il aime afficher ses connaissances, notamment en art moderne. Il traite parfois Casimir de gros balourd par son manque de sensibilité à l'art. Un peu loufoque aussi. Il est aussi quelque peu mythomane, c'est son extravagance qui fait son charme d'ailleurs. Au départ, le personnage de Monsieur Dusnob était un peu l'ennemi d'ailleurs de Casimir, mais au fur et à mesure, leurs rapports sont devenus plus comiques et frôlent parfois l'absurde. Monsieur Dusnob est plus loufoque que méchant. D'ailleurs, il est plutôt jaloux de la popularité de Casimir. Il fait parfois beaucoup d'efforts pour s'approprier l'attention des habitants. Sa grande fierté est d'avoir été élu président de la fête. À ce titre, il est chargé de l'organisation de toutes les manifestations qui ont lieu à l'île aux enfants, ce qui lui donne d'ailleurs un certain prestige. Monsieur Dusnob, lorsqu'il se promène sur l'île, parle beaucoup, surtout de lui et de son art, se pose parfois à un endroit avec son tabouret et son chevalier et peint. Il pratique aussi le théâtre, la poésie, la sculpture. Il est souvent bien le seul à apprécier ses œuvres originales. Toujours très élégant, il part parfois rendre visite à des amis comtesses. Il sera à des concerts ou des réceptions, parfois bien imaginaires. Il a quelques manies très snobs. Par exemple, il a pour habitude de gober un œuf d'autruche à son petit déjeuner. Alors, après l'émission donc, de l'île aux enfants, Jean-Louis Terrangle a également participé, à l'aventure du village dans les nuages, dans la peau de Tiroc. Puis il s'est lancé dans la mise en scène et fait partie de l'organisation du Festival d'Avignon. Il a écrit un livre sur son personnage, Ma vie avec Monsieur Dusnob. Il est très engagé dans la lutte contre le sida et notamment dans le soutien aux malades. Ce qui a peut-être motivé son orientation vers la psychothérapie. Il est aujourd'hui psychothérapeute et continue à écrire. Alors bonjour et bienvenue, Monsieur Jean-Louis Terrangle. Vous êtes le premier invité de notre émission La Récré Club, personnage emblématique de l'émission L'île aux enfants, diffusée à l'origine sur l'ORTF 3, pour ensuite se retrouver sur TF1 lors de sa création le 6 janvier 1975. Pouvez-vous nous raconter comment se déroulait une journée de tournage de L'île aux enfants? Waouh! Ah, bon, d'accord. on retourne en arrière. Non, mais merci pour cette présentation. Ouais, c'est très bien. Finalement, il n'y a plus rien à dire. Hein. Tout a été dit sur le personnage. Oui, alors, comment se passe une journée? D'abord, on répète avant, parce que on avait pris ces émissions pour enfants, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émissions pour enfants. Hein. On sortait à peine de Bonne nuit les petits. Donc, au début, sur FR3, il n'y avait pas trop de moyens quand même. Hein. C'était pour les enfants, donc on ne faisait pas trop de dépenses. Voilà, donc il a fallu attendre qu'on soit sur TF1 pour que d'un seul coup, on ait une maquilleuse, qu'on ait un éclairagiste, etc., et qu'on commence un petit peu à faire bouger les choses et à faire de la qualité. Mais nous, depuis le début, à partir du moment où on a commencé à écrire des textes avec Yves Brunier, Gérard Camoin, voilà, avec toutes les gens de l'équipe, quand on a commencé à écrire, on a fait énormément attention à ce qu'on disait. Donc, les répétitions étaient très importantes avant parce que ça nous permettait de revoir le texte et voir si on ne disait pas n'importe quoi. Voilà. On avait, moi je faisais une psychanalyse à l'époque, Eliane Gauthier travaillait dans une maison d'édition. Donc on faisait attention que ce soit bien en français et surtout que ce qu'on disait ne pouvait pas porter à confusion dans l'esprit des enfants. Donc on a vraiment, et Christophe Izard a très bien suivi ça. Et donc, pour nous, c'était très important. On faisait, l'enfant était au cœur de nos préoccupations. Voilà. Évidemment qu'il fallait rire, faire rire. Évidemment qu'il fallait, que ce soit intéressant à chaque fois, pédagogique, etc. Mais en même temps, il n'y avait pas que ça.
Donc une journée, ben, ça commençait le matin, ça commençait en fin de matinée, si j'ai bonne mémoire, et ça finissait à 19 heures le soir. Donc il y avait à peu près 6-7 heures de tournage et non-stop. Alors, D'accord. quelquefois, on se mettait, quand on écrivait les textes, qui m'est arrivé beaucoup de fois, je me faisais des pauses dans certaines scènes, je ne me mettais pas dans certaines scènes, ou carrément dans un sketch complet, je ne me mettais pas. Comme ça, je savais que sur le tournage ce jour-là, j'avais un moment, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, pour me reposer dans un coin, parce que c'était très intense, on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Alors, on ne faisait pas deux prises, trois prises. Ça arrivait que certains réalisateurs avaient à cœur de faire attention à l'image aussi. Donc, nous reprenaient. Il m'est arrivé d'appeler Julie par son vrai prénom, Eliane, donc forcément, il fallait recommencer la prise. Mais autrement, oui, voilà, ça se passait très bien. Il y avait une très bonne ambiance. Je dois dire que la qualité de Christophe Izard, c'était de choisir des comédiens qui pouvaient s'entendre, qui avaient cette notion de groupe, de famille. Et c'est vrai que on s'entendait parfaitement. On pouvait se faire des remarques les uns aux autres, de faire attention à ce qu'on avait dit ou ce qu'on avait fait. Voilà. Et c'était toujours très, très bien entendu. Voilà, ça se passait très, très bien. J'ai que des bons souvenirs, vraiment des tournages. C'était épuisant. Alors justement, si vous Pas que n'aviez qu'un pas, souvenir, parce qu'on quand même on travaillait 5 jours à tourner, et le sixième c'était la répétition. Donc je vous cache pas que c'était une période un peu difficile. On avait quelquefois 3 semaines dans l'année de repos ah euh, oui, d'affilée, mais autrement on enfilait comme ça les répétitions et les tournages. mais Voilà, c'était c'était compliqué, très quoi. voilà, C'était tous les jours du lundi au vendredi. voilà, exactement. Justement, si vous n'aviez qu'un souvenir, une seule anecdote à retenir de l'île aux enfants, ce serait laquelle? Ah bah, j'en ai beaucoup, mais si je devais en retenir une seule, On c'est a, on a le temps. et voilà. Mais Eliane tirait les cartes. Oui, tout à fait. Et il Voilà, paraît ça même beaucoup de qu'elle tirait les livres. cartes entre les tournages. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais alors, quand elle n'avait pas de nouvelles de son chéri ou d'un ami ou de sa mère alors il fallait qu'elle tire les cartes. Alors, dans son kiosque, elle avait un jeu de cartes, enfin son jeu de cartes, hein, il ne fallait pas y toucher. Et donc, ça nous arrivait de nous cacher derrière le décor pour tirer les cartes avec Eliane tous les deux. Mais enfin, ce qui était idiot, c'est que nos micros n'étaient pas coupés et donc les gars du son entendaient absolument tout ce qu'on disait. Voilà, et ça, on ne s'est jamais méfié de ça. Et heureusement, ce n'était pas l'époque où on enregistrait avant, après, les scènes coupées, etc., etc. L'époque où on n'avait même pas pensé que c'était intéressant à montrer au public ce qui se passait dans l'arrière du décor, quoi. Mhm. Et voilà, ça me restera gravé parce que c'était assez génial. Eliane était très angoissée, c'était une femme très angoissée dès qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses proches. Donc voilà, on se cachait, mais c'était stupide hein, parce qu'on aurait pu le faire devant tout le monde. Mais c'est vrai qu'Eliane, c'était quelqu'un de formidable, en fait. Elle était, Ah ben, mais tous, ils étaient vraiment formidables, avec des caractères différents, avec des personnalités très particulières. C'est ça qui était bien la richesse du groupe, c'est qu'on était tellement différents les uns des autres. Et en même temps, avec Eliane, c'est amusant, puisque dès le premier jour de tournage, j'avais l'impression que je la connaissais depuis toujours. Ça a vraiment été une sœur de cœur, Eliane. Ouais. c'était quelqu'un de formidable, de toute façon. Et Ouais, on ouais. ne l'oubliera pas, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Ah oui, ah oui. Mais Yves Brunier aussi, il était incroyable, hein. Parce que c'est un garçon qui est assez timide, il n'ose pas dire les choses, il est hésitant, voilà, il est plutôt renfermé sur lui-même. Et dès qu'il mettait sa marionnette, qu'il enfilait Casimir, c'était hallucinant. Il était complètement transformé. Ce n'était plus le même, quoi. Et ça, c'était assez génial. Mais il était Justement, adorable, hein. justement, on raconte, alors est-ce que c'est une info ou une intox, que Oui. justement, Yves Brunier n'avait pas le droit de se montrer aux enfants sans son costume. Alors, bon, je ne sais pas, franchement, le costume était dans un coin, les enfants étaient dans un autre, mais ils pouvaient le voir. Non, non.
Il voyait bien le tournage, il voyait la caméra, il voyait. Mais c'est ça qui est hallucinant avec les enfants. Il voyait bien Yves rentrer dans la marionnette et sortir de la marionnette. Il voyait bien que Léonard, le renard, c'était Boris qui était caché derrière et qui manipulait avec sa main. Il voyait bien qu'on répétait les scènes, que voilà, qu'on se trompait. Eh ben ça fait rien. Ils y croyaient. C'était à partir du moment, allez hop, on fait jouer la scène, ça y est, ils y étaient dedans complètement. C'est ça qui est incroyable, Tout justement. voir, mais incroyable. Ils C'est ça qui est oubliaient tout incroyable. le reste. Ils oubliaient Parce, tout le reste. parce que justement, on peut se poser, nous, en tant que maintenant adultes, enfin, j'étais enfant Oui, quand je regardais mes oui, enfants, oui, oui. la déception qu'auraient pu avoir les enfants de découvrir qu'en fin de compte, bah, Lille, c'est un studio, que Mm. Casimir, c'est quelqu'un. Et Ouais, on pourrait penser justement que des enfants soient déçus une ouais. fois arrivés sur place, hein. Alors, personnellement, j'ai jamais eu de retour. J'avais un très très bon contact, contrairement à mon personnage. Moi, j'avais un très très bon contact avec les enfants, vraiment. C'est comme ça d'ailleurs que je voulais devenir psychanalyste de jeunes enfants, parce que je trouvais qu'il y avait, il me disait des choses incroyables et on partageait vraiment des moments rares avec les enfants. Enfin, je partageais des moments rares avec les enfants. Mais jamais aucun m'a posé de questions par rapport à cette idée de transformation, de répétition, d'enregistrement. Oh, pas un. Non, non, ils ont un pouvoir de foncer la tête la première. C'était tellement magique. Forcément, Casimir, il l'avait tous les jours chez eux. Et d'un Mm. seul coup, il l'avait là devant eux. Donc, je ne sais pas, ils occultaient complètement cette histoire de transformation. En tout cas, j'ai jamais eu de personne en 50 et quelques années qui est venu se plaindre en disant on a été traumatisé par la transformation de Yves Bruni en Casimir. Jamais, jamais, Et c'est jamais. ça qui est incroyable, quoi. Ouais, les Comme enfants quoi sont que Christophe Izard, enfin, c'est quelqu'un de grandiose dans le milieu de la jeunesse, de toute façon, hein. complètement, ah, complètement. Christophe avait le sens de l'enfance. Ah, Ah, complètement, toujours le sens de bien l'enfance. sûr. Mais ouais, il avait le sens des équipes, le sens de l'image, le sens des réalisateurs. Il savait qui pouvait embaucher comme réalisateur, qui pouvait apporter un peu plus, aller au-delà des textes. Parce que c'est pas tout d'écrire des textes, il fallait après le mettre en image et il fallait des réalisateurs qui soient à la hauteur de ça aussi, hein. Donc Et il avait puis, ce sens-là, vraiment. et puis toutes ces productions étaient. Il n'y Ouais, avait rien à redire, que ce soit ouais, Brock et Schmock dans ouais, Les ouais. Visiteurs du Mercredi, Stanley Etc. Oui, oui, Mickey. oui, tout à fait, tout à fait. Il avait le sens du show Ouais, et de complètement. la jeunesse incroyable. Ouais, Alors justement, au départ, votre personnage, c'était un peu l'ennemi de Casimir, si on se souvient bien des tout oui, premiers. oui, Et au fur et à mesure, vous êtes devenu complice donc de Casimir. oui. Est-ce un choix de votre part Oh, oui, ou une oui, évolution voulue par oui, oui, Christophe oui, Izard? oui, 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 parce que au départ, pour faire par le menu, c'est quand j'ai eu les textes pour les premiers tournages, il y avait Monsieur Dusdob, deux points, il est snob, et ennemi de Casimir. Voilà, et c'est tout. Et j'avais que ça en main et je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Et comme j'étais très gêné, que c'est quand même, c'était pas facile d'avoir aucune indication. J'étais allé au Puce à Paris et je m'étais acheté un costume, le costume qu'on voit pratiquement pendant des années. Et je me suis acheté cette rose, je me suis acheté une canne, je me suis tout acheté en me disant, je vais avoir des accessoires, au moins je vais m'occuper les mains, parce que sinon, voilà. Et puis je me dis, les enfants, comment je peux être ridicule? Voilà, c'est comme ça qu'est venu le nœud papillon. Il faut dire que dans ma vie privée, je mettais souvent des papillons, je n'ai jamais mis de cravate, ou très peu. Donc voilà, c'est construit en fait pour me protéger moi pour me donner une contenance, parce que sinon, je n'avais rien comme indication. Et puis, au bout de quelques mois, quand je marchais dans la rue, je me faisais énormément agresser. Ah ben je me doute. Énormément agresser. Mais vraiment, vraiment. Un jour, j'étais très malade et je suis allé quand même en répétition. Et en sortant du taxi pour traverser
la rue pour aller à la répétition, il y a une femme qui s'est précipitée pour m'insulter en me disant: «Monsieur, quand on passe à la télé, on se rase». D'accord? OK. Voilà et puis, je traversais la rue et des gens venaient me taper sur les épaules, alors du con, du schnock, ils me pinçaient le nez, bah, vraiment, il y avait une agressivité. Je pense que c'est le personnage qui a inspiré ça, parce Mmh. qu'effectivement, il était l'ennemi quand même de l'ami de tous les enfants. Donc, à un moment donné, je suis allé voir Christophe et je lui ai dit: «Écoute Christophe, c'est un peu plus, il faut arrêter. Il faut quand même maintenant qu'il faut le rendre plus ridicule que méchant et il faut vraiment qu'on travaille là-dessus» et quand j'ai commencé à écrire les textes, j'ai commencé à complètement transformer le personnage. En 9 ans, c'est facile, hein. On a le temps, hein, de le Oui. transformer. Mais il fallait que je m'amuse parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on risque de s'ennuyer, hein, à faire toujours la même chose. Mais ce qui était génial, c'est que je voyais un film de Buster Keaton et le soir même, j'écrivais un texte, pour jouer comme, Buster Keaton avec les mêmes gags. Le lendemain, je voyais Tati et je marchais comme Tati. Ben voilà, il y avait une espèce de dire: «Bon, bah, tiens, on n'a jamais fait les tartes à la crème, on va le faire». Tomber habillé dans une piscine, on l'a jamais fait. Enfin, on s'est dit: «Tout est possible, hein, tout est possible». C'est ça qui était absolument génial. On s'est vraiment éclaté. Alors justement, comme tous les personnages de l'émission, vous aviez votre chanson, votre titre, Oui. notamment vous concernant, c'était du snob blues, monsieur du swing. Quel souvenir gardez-vous de ce passage à la chanson? Ce passage est terrible parce que Terrible, hein? je considérais que je chantais faux et que vraiment j'étais pas fait pour la chanson, c'était pas possible. Donc alors on est allé dans un studio enregistrer la chanson et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Il m'a mis des échos, il m'a transformé la voix pour que ce soit potable. Et puis à un moment donné, je vais voir le technicien et puis je lui dis: «Ça va?» Il me dit: «Oh, c'est merveilleux, mieux ce serait insupportable». Ce qui voulait dire que c'était désespéré. Bon, voilà, mais bon, après, je me suis éclaté parce que j'ai chanté plusieurs fois en direct lors de galas, etc., la chanson, donc j'étais plus à l'aise. Mais la première fois que je l'ai enregistrée, je dois dire que après, j'ai pris des cours de chant et tout. Mais c'est vrai que c'était pas évident pour moi. Je ne suis pas un chanteur. Je regrette beaucoup, mais je peux faire beaucoup de choses, mais chanter, c'est pas possible. Ben Ah, ça, voilà. c'est un peu le passage obligé avec monsieur Christophe Izard, les chanteurs. Je Oui, crois que tout le monde y est passé, en fait, hein. mais il avait pour la deuxième chanson, Monsieur du swing, comme j'y arrivais pas parce que c'est vraiment du swing, c'était, enfin bref, c'était décalé par rapport au rythme, et cetera. C'était très compliqué, il fallait être vraiment hyper pro. Il avait demandé à un chanteur d'enregistrer ma chanson et sur le plateau, donc, j'ai fait cette chanson avec la voix, hem, de ce chanteur et on a regardé la vidéo, on a dit: «C'est pas possible, ça marche pas». Ça marche pas du tout. Il faut que ce soit moi. Donc, on est retourné au studio, je l'ai enregistré, ça s'est bien passé. Voilà, mais ça a été douloureux, hein. Ah bah, C'était un je me doute. énorme. Alors, justement, L'île aux enfants, c'est environ 968 émissions, 8 ans d'existence à l'antenne, donc du lundi au vendredi, dont l'origine de cette émission vient de Sesame Street, une émission infantile américaine dont Christophe Izard a importé le concept en Ouais, France, ouais. tout simplement. Ça s'est passé comment, le casting justement de L'île aux enfants? Votre premier contact avec Christophe Izard, intégrer l'émission, Alors, ça, mais je connaissais Christophe Herbst parce que je travaillais depuis 3 4 ans avec lui. Parce qu'il avait fait une émission qui s'appelait Par la grande porte. Et qui était une émission, d'ambiance où, dans cette ambiance, il y avait, des chanteurs, de nouveaux chanteurs qui arrivaient et qu'il mettait en valeur. C'était une émission comme ça construite dans un décor qui changeait, tous les jours. Et le premier jour, il m'a embauché comme ça, et on m'a habillé en Pierrot lunaire et on m'a mis sur une lune, perché, voilà, dans les projecteurs et le réalisateur a commencé à filmer, me filmer moi et puis d'un seul coup, à la fin, au montage, je me suis rendu compte qu'il me filmait sans arrêt et il a dit à Christophe: «Mais il a une gueule ce mec»
il faut absolument que tu l'embauches et qu'il présente l'émission à chaque fois parce que voilà. Donc Isard m'a fait ça pour me dire, ah, tu montes de ta province, je te donne un boulot. Et le réalisateur a complètement accroché à mon visage. Et c'est comme ça que tous les mois, j'ai fait un personnage différent. Personnage de cabaret, le personnage, je ne sais plus. Et alors pour la dernière, le réalisateur m'a dit, écoute, je vais te demander quelque chose de très difficile. Je voudrais faire pour cette dernière réalisation, faire une évocation à Marlène Dietrich. Est-ce que tu accepterais de jouer Marlène Dietrich? Alors je lui dis, ben, je ne joue pas, je vais être une image. J'ai dit, ok, c'est trop rigolo, ça me plaît. Et donc voilà, maquillage dès, je sais plus, 5, 6 heures du matin, je sais plus, on est arrivé très tôt. Les perruques et tout, les robes, les essayages. Et j'ai fait une évocation de 3 ou 4 films de Marlène Dietrich. J'ai cherché pendant très longtemps cette émission et puis l'association, enfin la société Aussi Beau m'a retrouvé l'émission et donc je suis très content, je l'ai là, j'ai pu lors d'une fête le montrer à tout le monde. J'avais plus honte. Il y avait presque Alors, le Alors 30 Isard, alors oui, après Isard m'a cherché casting et il me dit voilà, j'ai un personnage pour toi. Alors non, mais il me dit c'est pire que ça. Il me dit est-ce que tu es toujours dans le fichier de l'ORTF de Marseille? Je dis oui, je suis toujours parce que les émissions que je vais tourner sont à Marseille et je ne peux pas payer les allers-retours Paris-Marseille. Donc, il faut que je prenne des comédiens qui ont une adresse à Marseille. Ah, je dis, ben, okay, ouais, moi j'ai une adresse à Marseille, je suis dans le fichier. Il me dit, ah, très bien, alors ça tombe bien. Et là-dessus, il me dit, ben voilà, ton personnage, c'est un mec très snob. Je dis, écoute, les émissions pour enfants, ça me fait un peu peur parce que j'ai vu Thierry Lafronde qui, pendant des années, et ce pauvre comédien, quand même, qui est un remarquable metteur en scène et comédien, a quand même été tellement marqué qu'après, il est resté longtemps sans rien faire. Je l'ai retrouvé qu'ensuite en Belgique, où il avait la direction du théâtre national de je ne sais plus quelle ville, je sais plus, enfin bref, voilà. Mais il a été marqué par ça. Moi, je n'ai pas envie d'être marqué en tant que comédien dans un personnage. Mais ne t'inquiète pas, c'est pour FR3 et on en a pour 6 mois. Et après, c'est terminé. Je lui dis, OK, ça va, j'accepte. Et 3 mois plus tard, le directeur, le directeur de FR3 passe directeur de TF1 et il emporte dans ses bagages L'île aux enfants. Et c'est comme ça qu'on a duré 8 ans de plus. 8 ans, c'est hallucinant d'ailleurs. Alors justement, le 30 juin 82, c'est l'arrêt de L'île aux enfants. Comment vous avez vécu cet arrêt, ce dernier épisode? Alors, il faut savoir qu'1 an avant, en 81, pendant 6 mois, j'ai refusé de tourner. J'ai demandé à ce qu'on me mette pas dans les épisodes. J'étais parti faire une mise en scène à New York pour une amie. Donc voilà, et ça m'a fait un bien fou de faire autre chose. Et voilà, donc j'étais quand même déjà préparé. Puis Isard avait introduit, je ne sais plus, 3 ou 4 personnages de plus. Oui, avec un nouveau décor. Voilà, avec un nouveau décor. Et c'est vrai qu'on a eu tout de suite des réactions qui montraient que les gens n'arrivaient plus à suivre et que ça n'a pas marché du tout, cette histoire-là. Nous, avec Eliane, on lui avait proposé de faire des émissions le soir, de L'île aux enfants, en invitant tous les soirs une vedette et faire une soirée avec une vedette dans L'île aux enfants, comme c'est le Muppet Show faisait à l'époque. Et en fait, il ne l'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'a pas voulu proposer de faire ça le soir. Et donc, il a changé de décor et tout ça. Donc, quand je suis revenu, j'étais un peu déphasé parce que je me reconnaissais plus. J'avais un nouveau personnage. Voilà. Dans ce coup, je me sentais plus du tout à ma place dans toute cette histoire. Et donc, quand ça s'est arrêté, je dois dire qu'il s'est arrêté parce qu'il a commencé une autre émission, le village du nuage. Donc, il m'a proposé, avant d'arrêter, de rentrer dans une marionnette. Et moi, j'étais ravi de ça. Je me suis dit, c'est super, on va plus me voir et je vais continuer à travailler, à gagner de l'argent, à m'éclater.
mais on ne va pas me voir. Et ça, c'est génial. Comme ça, on va oublier ma gueule pendant quelques années. Et c'est comme ça que j'ai joué T-Rock tout à fait. dans le village, dans les nuages. Voilà. Donc, je ne l'ai pas mal pris. En revanche, j'explique dans mon livre que quand même, cette dernière, on a mis tous les techniciens, tous les comédiens, enfin voilà, maquilleurs, etc., etc. On avait préparé une surprise pour tous les gens qui étaient là, qui étaient dans un cocktail sur le plateau. C'était très charmant. On était tous habillés en noir, lunettes noires. Toutes les femmes étaient voilées. Et un technicien avait construit un cercueil dans lequel il avait mis la marionnette de Casimir. Et Ah, on carrément. s'est fait, et on n'a aucune photo et aucune vidéo, alors qu'on avait demandé aux gens de filmer. On n'a rien parce que les gens avaient la bouche ouverte et ils n'ont même pas pensé à filmer, tellement c'était d'une force incroyable. On avait mis une musique, une tarentelle sicilienne, et on était tous derrière le cercueil. C'était épouvantable, épouvantable. On l'a posé au sol, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, la marionnette d'elle-même s'est redressée. C'était incroyable. Et on s'est dit, ben voilà, Casimir ne veut pas mourir, il est encore debout. Alors, c'est pas complètement redressé, mais ça nous a fait un choc à tous. Voilà. Je dois dire que ça a jeté un froid Sacrée terrible. dernière. Et ça a été terrible. Mais on voulait quand même lui montrer que, au lieu de faire évoluer l'émission, il est passé à autre chose, quoi. Voilà. Mais je le comprends, hein, parce qu'il était épuisé de tout ça. Bon, et c'était bien pour lui de passer à autre chose. Mais nous, on a l'impression qu'on n'avait pas, il y a quelque chose qui n'était pas abouti, en tout cas. Voilà. Donc voilà Alors, la dernière. Donc c'est un souvenir mémorable. oui, surtout qu'en plus, ça, peu de gens le savent en plus. Oui, très, très peu de chants, sauf les gens qui étaient là, quoi. Sauf les gens qui étaient là. Voilà. Alors, justement, donc, le 13 septembre 82 arrive sur TF1, donc Le Village dans les nuages, un nouveau concept, tout en gardant bien sûr à l'esprit tout ce qui a fait le succès de l'île aux enfants. On découvre d'ailleurs que des anciens de l'île font partie du projet. Alors, avec une manière beaucoup plus discrète, c'est ainsi que Eliane Gauthier, alias Julie, s'occupe donc de la voix maintenant de Ding Ding. Patrick Bricard, alias François, devient la voix de Carpoc. Deux personnages principaux donc de l'île deviennent en fait maintenant des personnages tout à fait secondaires. Également pour Yves Brunier, Casimir, qui lui devient Oscar Paterne, un autre personnage, on va dire, de second rôle, ou à l'inverse, bien sûr, Gérard Camoin, alias Hippolyte, qui était au second plan dans l'île, devient Tiroc, un des personnages principaux. Ah, oui, Et c'est lui. vous, bien entendu, qui est beaucoup plus présent que dans l'île aux enfants. Alors, Oui. est-ce un choix volontaire de Christophe Izard afin de ne pas perturber les enfants et de remettre Julie au premier plan et de désorienter les enfants et de les mettre ainsi au second plan, simple voix? Ou Ouais. est-ce tout simplement un choix des comédiens de se mettre plus en retrait pour le village dans les nuages? Non, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé complètement. Il a utilisé chaque personne pour pas couper les ponts complètement avec la première émission, mais c'est lui qui a décidé chaque personnage, etc. Mais alors, il s'appelait Tiroc. Gérard Camoin faisait Tiroc, et moi, je faisais quel personnage alors? Je m'en souviens même plus de son nom. Patroc, non? C'était bah vous, c'était oh là, Oh là, oui. oh Je, là, oh là, oh là, oh là. je sais Attendez, plus. je reprends mon petit papier parce que Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. j'ai Moi, noté ça. je me souviens. Vous avez fait vous avez fait le personnage de. Bah non, vous c'était non, vous c'était Tiroc. Ouais, c'est Non, Tiroc. c'était Tiroc. Vous c'était Tiroc et Yves Brunier. Yves Brunier, donc c'était Non, Oscar Paterne. Gérard Camoin faisait. euh, Carpoc. 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 Capoc. Ouais, ok. Carpoc. Ouais, c'est loin, hein. Je suis désolé, c'est un peu Oui, loin pour ça. c'est la voix de Carpoc. Je me souviens de Tiroc parce que quand même, j'ai eu des cadeaux là, avec l'image de Tiroc il n'y a pas très longtemps. Donc, je savais bien. Bon, ok. Voilà, là, on est ok tous les deux. Voilà. Alors justement, donc cette nouvelle série n'a duré que 3 ans, donc Le Village dans les Ouais, nuages.
3 ans, pourquoi? Bien parce que TF1 a modifié énormément ses horaires de diffusion, a imputé l'émission de ses séquences intercalaires. Bref, une déprogrammation rapide due à une mauvaise programmation de TF1. Quel Oui. souvenir gardez-vous quand même du Village dans les nuages? Toujours un bon souvenir, mais c'est très différent parce que avant, j'avais quand même le plaisir de partager et de jouer avec une ou deux marionnettes. Alors que là, j'étais une marionnette, donc c'est très, très différent. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, c'était pas évident, puis c'est épuisant. C'est là que je me suis rendu compte que comment faisait Yves toute la journée dans la marionnette, quoi. Alors il sortait complètement épuisé et puis en sueur, mais moi, c'est épuisant à être dans une marionnette. Puis c'est lourd. Sans arrêt. Il faut faire attention à tout. Je ne sais pas combien de fois j'ai failli tomber et me faire mal parce que il y a toujours quelque chose au milieu, un fil, etc. Donc c'était très différent. Je garde un bon souvenir parce que c'était des gens merveilleux, encore des comédiens merveilleux avec des gens vraiment qui étaient voilà, qui avaient le sens de l'enfance. Donc c'était très bien, le sens du groupe, le sens de. Puis c'est Isard qui a encore créé quand même cet univers. Voilà, pour moi, c'était moins magique parce que forcément, c'était la deuxième fois que je faisais, voilà, voilà. Mais j'étais très content de le faire, mais il n'y a pas eu l'étincelle pour moi, pas du tout. J'ai eu plus d'étincelles dans ce que j'ai fait après, qui était la famille Bott, qui est Ah encore une oui, autre émission où je faisais un robot et je tout rêvais à toujours fait. de faire un robot et donc je faisais le père Bott. Et là où c'était beaucoup plus magique pour moi. Bah, Voilà. justement, la vie des bottes, c'est dommage parce qu'elle est introuvable en DVD. Oui, 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 Et c'est bien. c'était quelque chose. D'ailleurs, même mon fils, alors lui, il écoute la chanson de Pépé du matin au soir. Les Ah chansons oui, de bottes, il écoute ça du matin au soir. ah ouais, Ah oui, oui, Alexandre, il est fan de la vie des bottes. ah oui, Et ben du voilà. matin au soir, on l'entend avec la chanson de Pépé et toutes les chansons de. D'ailleurs, les aux enfants aussi, puisque j'ai les DVD, il regarde aussi beaucoup les aux enfants et le village en nuages. Comme quoi, vous voyez, même à cette époque-là, ça Oui, marche encore. ça peut encore marcher. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même les plus petits qui accrochent aujourd'hui. Hein, Oui, hein, plus petits qu'avant. Avant, ça allait jusqu'à 14 ans. La mère, la grand-mère regardaient hein, les enfants. Aujourd'hui, ça a un peu. J'ai du mal à regarder les épisodes. Quand je vois un épisode, bon, il m'est arrivé de me faire rire en me voyant, mais c'est assez rare quand même. Ça me fait bizarre de me voir il y a si longtemps. C'est tellement longtemps. Puis vous savez, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. tout à fait, Et, oui. et à un moment donné, j'étais un peu saturé que chaque fois, m'assimilait à ce personnage. Quoi. J'avais envie que les gens me regardent pour ce que je suis devenu, pour ce que je suis aujourd'hui, pour mon évolution. Alors, c'est toujours charmant hein, de parler de cette période, etc. Ça me touche beaucoup. Alors, ça dépend des gens, évidemment. Il y a des gens, quand on en parle, avec eux, certaines personnes, j'ai pas envie d'en parler, mais où ils sont assez maladroits par rapport à cette période. Mais n'empêche que, voilà, j'ai du mal à regarder. J'ai beaucoup de mal à Alors, regarder ce que j'ai fait à la télévision. Il s'est passé tellement de choses, tellement de choses. J'ai tellement été bouleversé, remué, j'ai tellement été transformé par tout ce que j'ai fait après, entre autres en accompagnant ces jeunes en fin de vie malades du sida, et puis après tout ce que j'ai fait après. Donc je me sens très éloigné de ça, très très alors éloigné. justement, vous avez été très actif dans la lutte contre le sida et notamment donc au soutien des malades pour vous diriger plus ensuite dans la psychothérapie, un revirement complet donc dans votre carrière, un choix que vous assumez d'ailleurs. Oui. Donc vous avez dû vivre des moments justement intenses et difficiles. Et justement, si vous pouviez nous parler de votre association que vous avez créée. Alors oui, alors il y a plusieurs associations, mais la première, l'association qui s'appelait Bernard Dutemps, SIDA et ressourcement avec Marie de Henzel. Oui, Elle est terminée, elle n'existe plus parce que vous savez bien que plus personne ne donne d'argent aux associations de lutte contre le sida parce qu'on ne meurt plus du sida. mais Voilà. ça Donc, c'est enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Et qu'il voilà, y a c'est ce que d'autres je dis.
priorité aujourd'hui. Donc, les associations, où elles ferment, où elles s'associent entre elles pour essayer de perdurer, où elles se transforment pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai que notre association s'est arrêtée l'année dernière et ça a été très douloureux. Voilà, ça c'était la première association. C'était simplement, le principe était simple. On s'est dit que, on s'est rendu compte que ces jeunes qui étaient bien entourés, en règle générale, je vais faire une généralité, je suis désolé, pour être Mm. rapide, mais les jeunes qui étaient bien entourés, par la famille, par les amis, voilà, et soutenus, j'avais l'impression qu'ils duraient plus longtemps et qu'ils s'en sortaient pas si mal. Et que je constatais à la même période que ceux qui étaient abandonnés par les pères, essentiellement par les familles, par les religions, par toutes les obédiences religieuses, parce qu'ils ont tous rejeté les malades du sida quand même. Il y a eu des êtres, des pasteurs, des curés, des imams qui étaient extraordinaires, mais ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Les autres ont été vraiment assez violents quand même. Hein. Très violent. Interdisaient l'entrée, enfin, bon, bref, il y a beaucoup de conneries qui ont été dites aussi sur le plan politique par rapport à comment on attrape le sida. Donc, ça a été une période de guerre pour moi. Je l'ai vécu comme une vraie guerre, une résistance, plus Mm. une résistance. Il fallait résister à tout et en même temps accompagner ces gens le mieux possible. Donc, notre principe, c'était sida et ressourcement, c'est-à-dire qu'on voulait amener ces gens qu'on sortait de l'hôpital dans un lieu magique et pour leur permettre simplement, on faisait des choses d'une grande banalité, il faut imaginer. On faisait par exemple de se prendre dans les bras. On commençait par ça parce que c'est des jeunes qu'on ne touchait plus. Oui, C'est le tout à fait. médecin qui les touchait, qui les remuait dans tous les sens, qui regardait une partie de leur corps, mais qui ne les regardait pas, qui ne les prenait pas dans les bras. C'est des jeunes qui ne faisaient plus l'amour, c'est des jeunes qui n'osaient plus montrer leur corps parce que leur corps était, vous imaginez bien, complètement, enfin, Meurtri. des corps de vieillards, quoi, pour certains, amaigris, etc. Donc, c'est des gens qui n'avaient plus d'estime par rapport à eux-mêmes. Et donc, notre travail, c'était tout bête, mais d'une bêtise à pleurer. C'était simplement la première chose. Allez, on se prend dans les bras. Simplement un être humain dans les bras d'un autre être humain, sans rien demander en échange. Rien. On n'est pas là pour t'aider, on n'est pas là pour comprendre, on n'est pas là pour rien. On est là simplement pour le plaisir d'être avec toi. Et rien que ça, mais déjà, c'était énorme. Et puis, on a fait énormément de séjours comme ça un peu partout pour essayer de leur redonner confiance, de leur apprendre à manger, à aimer la nourriture, etc., etc. À re-aimer la vie, c'est ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dit au contraire, m'avez montré que je suis inutile sur cette terre et je m'en vais. Il y a eu ça aussi. On a tout eu, mais n'empêche que voilà, ça a été une période, ouais, une période qui vraiment m'a transformé. Moi, j'avais peur de beaucoup de choses. J'étais très superficiel. Je sortais de toutes ces émissions de télé où on me reconnaissait dans la rue et donc il y avait quelque chose de très superficiel. Et je me suis trouvé à la reconnaissance, je passais de la reconnaissance de la foule à la reconnaissance d'un seul être humain face à face, et où l'échange était quelquefois sans un seul mot, un regard, un souffle, presque rien, quoi. Et ça m'a énormément transformé. Ça a transformé ma vie, plus que tout ce que j'ai pu apprendre avant et faire avant. Voilà, et puis la deuxième, alors après, évidemment, on a cherché avec Marie de Henzel comment aider ces personnes. On a appris beaucoup de choses, on s'est intéressé au périnatal, on s'est rendu compte que l'autonomie, par exemple, c'était quelque chose de très respectueux par rapport à la femme enceinte. On a dit, tiens, ce qu'on fait pour une femme enceinte, pour le papa, pour le bébé, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer pour la fin de vie? Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et pour mieux toucher ces personnes, puisque ces personnes, quelquefois, qui avaient du kaposi, c'est-à-dire un cancer de la peau sur tout le corps, qu'on ne pouvait pas toucher, c'était douloureux. Des gens qui avaient du cytomégalovirus dans les yeux, et donc ils ne voyaient plus rien. C'est très compliqué de pouvoir aider ces personnes-là. Voilà. Donc on a cherché comment approcher différemment un être humain. Et à partir de là, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus, on a dit avec Marie, mais maintenant il faut l'apprendre aux autres soignants.
ce qu'on fait nous, puisque ça marche. Et ça a marché dans plusieurs unités de soins palliatifs. Ça marche très très bien. Maintenant, on va l'apprendre et j'en ai fait une formation. Et là, j'ai créé avec des collègues l'association qui s'appelle Association pour l'humanisation des soins, c'est-à-dire apporter encore plus d'humanité au cœur des soins. Voilà. Et qui perdure, où je donne encore quelquefois quelques cours à des soignants, mais qui perdure aujourd'hui et qui est avec il y a 8 maintenant formateurs dans l'association. Voilà, où ils travaillent encore pour apporter un peu d'humanité. Voilà pour ces deux associations en quelques mots. C'était un peu rapide. C'est quelque chose qu'il fallait essentiellement parler, puisque ça fait partie de vous aussi. Ouais, Et on ouais. n'est pas là non plus que pour parler de Monsieur Dusnob. Oui, merci, merci. Alors justement, Je vous vous êtes revaudrai actuellement ça. sur scène? Pardon? Vous êtes actuellement sur scène? Ah oui, ah ben vous savez ça aussi. Bon, Mais d'accord. oui, ah bah, c'est Rien tout, caché. quoi. Oui, oui, parce qu'il y a 2 ans, j'étais à la retraite un petit peu et j'ai une collègue qui me dit: «Oh, il faut que tu fasses une lecture d'un texte que j'aime beaucoup, et cetera». Je dis: «Oh, bah, une lecture, je veux bien pour te rendre service». «Oui, oui, tu es la voix qui convient, et cetera». Puis la lecture est devenue une mise en scène et puis j'ai joué plein de fois ce spectacle. Voilà, un monologue. Heureusement, on a mis après un autre personnage parce que sinon c'était trop dur. Voilà, je me suis étonné d'apprendre une vingtaine de pages comme ça aussi facilement. Et puis de là, on m'a encore redemandé de faire une autre mise en scène, un autre spectacle. Et aujourd'hui, voilà, je joue 3 spectacles aujourd'hui, un peu partout, dont beaucoup de monologues. Voilà. Justement, dans le nouvel Oxygène Magazine qui va bientôt, qui est Ouais. sorti, on va avoir une page vous concernant avec toute votre bio et on va s'occuper de votre actualité Oh, et on la super. mettra à jour régulièrement pour ceux Ok. qui désirent vous voir. Ouais, c'est super, c'est super, c'est super. Parce que là, j'ai fait 2 mises en scène, j'ai écrit des textes, voilà. Et vraiment, et c'est des sujets qui me plaisent énormément, puisque l'un, c'est quand même l'histoire un monologue pour une amie d'une femme qui a tué son mari à coups de fer à repasser. Et pendant Ah, tout le spectacle, on se demande pourquoi elle n'arrive pas à faire son repassage. Voilà. Et comme elle a été maltraitée par son mec pendant toute sa vie, là, d'un seul coup, elle a pété un plomb. Voilà. Donc, c'est toute l'histoire de cette femme. Et ça peut être drôle, mais c'est hyper poignant et elle est remarquable dans ce texte qui s'appelle Le dernier plaisir de Rose. Voilà. Et puis voilà. Et puis d'autres spectacles où, vraiment où je m'éclate. Je vous enverrai par mail toutes ah les. oui, oui, surtout, puis on essaiera de venir, de voir tout ça aussi. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors justement, donc là, on a une question. Alors, c'est pas une question de moi, c'est une question de Louis Simon qui nous est parvenu, qui s'occupe justement d'un groupe qui s'appelle Casimir Lille aux enfants, groupe de soutien à Lyon. Alors, je vais vous poser sa question. Elle ne vient pas de moi, elle vient de lui. Oui, oui. Alors, quel est votre sentiment d'être un des derniers membres encore vivants de l'émission L'île aux enfants, pourtant encore bien présente dans la mémoire des quarantenaires et cinquantenaires? Voilà, c'est sa question. Je lui ai promis que je la poserais telle qu'elle était, donc je vous la pose. C'est quoi? C'est un garçon qui pose cette question? C'est un garçon, oui, qui Ok, s'appelle Louis donc Simon. c'est un enfoiré de première, il faudra lui dire. Voilà. Quelle question. En enterrant, c'est vrai, Eliane Gauthier, plusieurs personnes qui étaient présentes m'ont dit: «Mais tu es le dernier personnage de Aux enfants». Ah, quelle horreur! Et en fait, non, il reste aussi Mademoiselle Mademoiselle Futet, Futé, Mademoiselle Futé, Dieu merci, qui est Marie Noël, plus jeune que moi. il y a Et aussi Gérard voilà. Et Camus et puis Yves Louis. Brunier quand même. Et Yves Brunier quand même qui est Casimir. Donc je suis pas le dernier, mais comme j'ai Non. l'impression les gens que c'est dans les personnages principaux là, il reste plus que moi. Alors ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. Mais en fait, ouais, On en rit, mais ouais, c'est bizarre, ça me fait bizarre quoi. Je suis le dernier, ouais, je suis le dernier. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui essaient de me joindre, qui m'envoient des mails par tous les réseaux sociaux qui puissent exister. On m'envoie énormément de messages ou de soutien ou
ou de questions, qui essaient de prendre contact avec moi, comme si j'étais précieux, parce que avant que je disparaisse, il faut encore enregistrer des choses. C'est exactement ce que vous faites, cher ami. Ah bah, c'est pas moi, hein, c'est Louis Et s'il Simon. Hein. meurt demain, au moins j'aurai ça de prix. Ok. Non, mais, non, non, mais alors, ça me fait un choc quand un homme comme vous me dit, vous me rappelez mon enfance. Purée, ça fait un choc. Il y a des avantages aussi. Une fois, je me promenais, alors j'ai la barbe maintenant, c'est vachement bien parce qu'on me reconnaît moins. J'ai vieilli, j'ai la barbe, ça va un peu mieux depuis quelques années. Mais moi, j'ai eu dans la rue, en marchant dans la rue, j'ai eu un homme de 50 ans qui m'a vu et qui m'est tombé dans les bras. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait et qui pleurait parce que je lui rappelais toute son enfance. Voilà. Alors maintenant, ça se passe plus, mais j'ai eu ça. Mais il y a des choses qui sont très. Quelquefois, ça me rend énormément service aussi. Il ne faut pas exagérer. Hein, quelquefois, on me dit ah bah tiens. C'est bien que tu viennes à tel endroit ou que tu fasses telle chose parce que tu as été Monsieur Dusnop. C'est incroyable. Hein. Ah Voilà. oui. Enfin bon, c'est assez rare, mais je préfère quand on ne le sait pas, quoi. Quand je fais un spectacle et que on me félicite pour ce que je viens de faire, ça a beaucoup plus de valeur pour moi aujourd'hui Tout à que fait. Tout à fait. Surtout qu'en plus, vous n'avez pas été que Monsieur du Snob non non, plus. j'ai pas Donc, été que ça. Et j'ai pas l'impression fait que que j'ai ça. traumatisé beaucoup de gens et qui ont aujourd'hui 50 ans. Quelle horreur, 50. Non, c'est pas possible. Bah si, il y a comme oh purée. Pu voir votre tête, ça m'aurait rendu service de ne pas avoir votre tête. Je me serais imaginé un petit jeune de 30 ans. Ah bah, je peux vous présenter mon fils, il a 23 ans. Et lui, vous regarde aussi. Hein. Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais, il est là. Voilà. D'accord, salut, salut. Lui, c'est la vie des bottes, lui. Ah oui, c'est ça, ouais, C'est d'accord. lui la vie des bottes. Alors justement, ma dernière question, ça va être un peu plus, on va dire, philosophique, entre guillemets. Oui. Avez-vous un seul regret, une seule chose à laquelle, si vous pouviez changer, vous la changeriez, ce serait quoi? Pas forcément au niveau de l'île aux enfants, hein, je parle Ouais. au niveau de votre carrière. S'il y avait juste une chose à changer, ce serait laquelle? Ah, c'est très très dur cette question pour moi. Parce que Ou la modifier, faire autre chose, le faire différemment. c'est très difficile. C'est très difficile parce que je... il n'y a pas très longtemps, avec la deuxième piqûre du Pfizer, je me suis retrouvé aux urgences. Aussi, Je me suis retrouvé aux urgences. Et c'est vrai que dans la voiture qui me conduisait à l'hôpital, euh, je me disais, il y a plein d'idées qui me sont venues, mais entre autres, je me suis dit, finalement, elle est pas mal ta vie. Finalement, si tu meurs maintenant, elle est pas mal. Tu as fait pas mal de choses. Évidemment, j'ai raté des tas de trucs, peut-être dans l'éducation de mes filles, peut-être dans certaines, bon, dans mon travail, dans certaines fois dans mon travail, je sais pas. J'ai pas beaucoup de. Il n'y a qu'un regret que j'ai mis en scène, ça me vient d'un seul coup, j'ai mis en scène il y a fort longtemps, dans les années 80, Pierre Richard et Rufus dans une pièce de théâtre dont on avait les droits de Woody Allen, Dieu, Shakespeare et moi. Et j'avoue franchement aujourd'hui, si je devais avoir un remords, c'est d'avoir embauché Monsieur Rufus en face de Pierre Richard. D'abord parce qu'il ne convenait pas du tout au même univers que Pierre Richard, qui est un type exceptionnel, qui est une merveille. Et j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Je n'arrivais même plus à me regarder dans un miroir tellement il m'avait détruit et m'avait fait du mal. Voilà, si vous voulez savoir vraiment la vérité, et quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, ce monsieur est fait pour jouer en one-man show, il est très bien. Mais en groupe, là, pendant des mois où on a joué à la Porte Saint-Martin, il m'a détruit à petit feu. Et j'étais con parce qu'il y en avait d'autres acteurs qui étaient prêts à jouer avec Pierre Richard et Pierry et qui convenaient beaucoup mieux à cet univers de Pierre Richard. Donc pour moi, ça a été une galère terrible, cette mise en scène. Voilà. Et si j'avais pu changer ça et revenir,
j'aurais pris vraiment d'autres acteurs. Je Voilà. l'ai je l'ai dit. Voilà. Bah, en tout cas, personnellement, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci pour ces merveilleux souvenirs de notre jeunesse que vous nous avez laissés. Oui, Merci pour ces souvenirs merveilleux que vous nous avez donnés, ces drôleries, tout votre univers, que ce soit avant ou après, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Un grand merci au nom de tout le monde. Vous avez collaboré à votre manière à notre éducation, c'est important de le dire aussi, et à notre entrée dans notre monde de la vie adulte. Un grand merci aussi d'avoir répondu à Oxygène Magazine pour cette interview, l'occasion de ce premier numéro du Club Récré, où vous êtes notre parrain, on va dire, parce que vous êtes notre toute première. j'accepte bien volontiers. Ah bah c'est très gentil en tout cas, parce que c'est la récré du club, c'est ça? Parce que je me plante toujours sur le titre de l'émission. J'ai le numéro 2 à côté de moi qui me fait des gros yeux là. Je me plante, alors je vais me mettre Frédéric à dos, je vais me mettre tout le monde à dos là. Donc c'est le titre de l'émission, c'est la récré du club. Voilà, je vais y arriver au fur et à mesure. Logique. En tout cas, je vous remercie. La récré. La caméra, il y a toutes les écrans. Il y a toutes les si je peux faire autre chose en tant que parrain, je suis à votre disposition. Ah bah c'est très gentil. Bah, de toute façon, on va garder le contact parce que on va suivre votre actualité. D'accord. On va vous suivre de très près. Et moi, je vais vous faire parvenir la plaquette donc, du site officiel où vous allez voir tout ce qu'il va y avoir dessus. Il y en a des choses. Hein. Il n'y a pas que du vintage, hein, je vous rassure. Il y a beaucoup d'histoires. On apprend beaucoup de choses aux enfants. C'est notre but. Un peu de faire aussi du vintage, mais pas gnangnan ni comme certains font. On essaie de faire de manière plus adulte. C'est pas parce que c'est du vintage, c'est récré à deux ou lié aux enfants qu'il faut parler gnangnan. Oui, merci. On essaie de remonter le niveau. Merci, merci.